Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire tente de réinventer l'économie. Est-ce que ces méthodes, ces approches peuvent se révéler inspirantes pour le système éducatif? On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Adrien Aldassoro. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est l'annonce par 4 pays européens d'un vaste plan de déploiement de l'éolien en mer. Les programmes, ceux d'école primaire. À l'heure de la récré, on retrouve Amal et on va aujourd'hui parler familles nombreuses. Vous verrez que pour certains, organiser les repas est devenu tout un art. Et puis le cours particulier, il est présenté par Marie-Olivier. Aujourd'hui, on parle histoire d'une manière un petit peu particulière puisqu'on va le faire à travers des jeux vidéo. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Les idées et les méthodes de l'économie sociale et solidaire sont-elles solubles dans le système scolaire? Autrement dit, peut-on réinventer l'école par la base en s'inspirant de ce que font les entrepreneurs? C'est la conviction de Make Sense Éducation dont on accueille l'initiateur Adrien Aldassoro. Adrien, bonjour. Bonjour. On va faire un tout petit peu de vocabulaire avant de commencer. Économie sociale et solidaire, on dit aussi ESS. C'est quoi la différence par rapport à une économie qui n'est pas sociale et pas solidaire? L'idée, c'est de se dire qu'il y a une forme d'entrepreneuriat peut-être qui se veut plus inclusive et plus responsable au niveau de tous les enjeux de société qu'on connaît. En gros, on accepte de gagner un peu moins d'argent à la fin. Potentiellement. Je le dis de manière... En fait, mais on ne renonce pas à en gagner malgré tout. Ça reste une forme d'entrepreneuriat, donc il faut bien qu'il y ait un fonctionnement qui se fasse. Donc nécessairement, l'argent là-dedans a une importance. Maintenant, peut-être que le focus est différent en fait. Au lieu de se centrer uniquement sur l'argent, on essaie de voir d'abord l'impact. Et l'impact est beaucoup autour de l'environnement et beaucoup autour du social. En fait, c'est ça les deux grandes lignes structurantes. Make Sense, je citais le nom de cette association. Elle est née il y a 10 ans. Oui, un peu plus, c'est ça, très exactement. C'est une association en fait qui vise à faire en sorte que les citoyens s'investissent justement sur ces problèmes de société, que ce soit des problèmes sociaux ou environnementaux. Mettons que vous et moi, par exemple, on souhaite s'investir auprès des personnes âgées ou des agriculteurs. Comment on fait? Il n'y a pas trop de solutions en fait, qui existent. Make Sense, c'est là justement pour essayer de créer des programmes, rassembler les gens autour d'entrepreneurs justement pour faire en sorte que les citoyens puissent agir efficacement. Il faut quand même être un petit peu entreprenant pour y aller. C'est pas une association de quartier, c'est ça que je veux dire. Ça dépend justement quel niveau d'action on souhaite avoir. Si on souhaite tout simplement agir et peut-être aider son prochain avec quelques solutions simples, pas besoin d'être entrepreneur. Au contraire, on peut simplement avoir juste une forte volonté de le faire. Si on souhaite s'investir davantage, créer des programmes, créer une communauté comme la communauté éducation dont on va parler, là il faut avoir un petit peu plus l'envie de créer, d'entreprendre. Alors justement, cette communauté éducation, elle a été créée quand? Elle a été créée maintenant il y a 3 ans quasiment. Juste avant le confinement, alors? Juste avant le confinement, exactement. Comment vous avez fait? Parce que je crois que c'est beaucoup à base d'apéro, Make Sense. On se retrouve... Tout à fait. Donc, on a dû jouer avec cette contrainte. On a commencé à faire quelques apéros qui sont en fait des rencontres pendant lesquelles on vient faire connaissance, on vient réseauter. On a dû forcément, avec le Covid, passer assez vite, mais comme tout Make Sense, et beaucoup d'entreprises et d'associations, à un système uniquement en ligne. Ça marche quand même, un apéro en ligne, c'est moins convivial, mais ça fonctionne. Qui vient dans la communauté éducation de Make Sense? Alors, des enseignants, des gens de la tech, autour des EdTech Un peu tout ce monde-là, en fait. Viennent principalement des enseignants, des personnes qui sont passionnés d'éducation, soit c'est leur métier, soit ils ont envie de se lancer dedans où il y a quelque chose. Mais on retrouve aussi des parents, des étudiants, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer, donc il y a un peu de tout, en fait. Et alors vous êtes tombé dans la marmite comment? L'histoire, alors, comment je suis tombé dans la marmite? Éducation, j'entends. Éducation, très exactement. C'est pas mon milieu à la base, en fait, ouais. Parce que j'ai fait des études d'ingénieur, donc a priori, rien à voir. Sauf qu'en fait, comme de plus en plus d'étudiants maintenant, on a pu voir des étudiants très récemment qui ont fait un discours de remise de diplôme qui a été... AgroParisTech, si mes souvenirs sont bons, ils ont dit le diplôme c'est sympa, mais aller nourrir les géants de l'agro, c'est pas notre truc. Voilà, donc ça, sauvons la planète. Le message, je résume. Très bien, c'est ça. Le message est fort, mais tout ce que ça traduit, c'est une quête de sens. Je crois que mon parcours justement traduit aussi cette quête de sens. En fait, j'ai pris le temps à la sortie de mes études de me poser pour réfléchir, essayer de comprendre ce que je voulais faire. Et là, il y a un constat nécessairement qui, issu de mes expériences, m'a sauté aux yeux, c'est que l'éducation, c'est à la fois l'origine et la source de tous nos problèmes de société, tout s'y rapporte en fait, mais c'est aussi la meilleure manière qu'on a de les résoudre, ouais. de se réinventer. Et ça vous a donné, plutôt que d'aller dans la finance ou dans l'industrie, vous vous êtes dit je vais un peu m'occuper de ça. Exactement, et en plus j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs justement dans l'éducation, je me suis dit peut-être que je peux amener quelque chose de différent. Voilà, vous avez même fait un testing, on va en parler juste après l'anti-sèche. On se retrouve dans quelques instants avec Adrien Aldassoro. Pour l'instant, l'anti-sèche d'Amal Laoui, comment l'actualité résonne dans les programmes.
Mal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité liée à la question de l'énergie. 4 pays de l'Union européenne viennent de s'engager à décupler leur potentiel éolien en mer d'ici à 2050. Oui, il s'agit de l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. Ces pays ont annoncé mercredi 18 mai vouloir installer pour près de 150 gigawatts d'éoliennes en mer du Nord d'ici à 2050 pour en faire la centrale électrique verte de l'Europe et se passer d'hydrocarbures russes. Alors l'éolienne en mer, on va rappeler ce que c'est, ou offshore, littéralement au large. Eh bien, c'est une éolienne qui est installée en mer à plus de 10 km des côtes et elle est raccordée au réseau par un câble sous-marin. Après ça marche comme une éolienne terrestre. terrestre. Elle fonctionne comme une éolienne terrestre. Alors, une puissance de 150 gigawatts dans l'éolien marin permet de fournir l'électricité nécessaire à 230 millions de foyers à eux seuls. Ces 4 pays représenteraient la moitié de l'objectif que s'est fixé l'UE pour l'éolien en mer d'ici à 2050. Il faut financer tout ça. Oui, et l'annonce intervient conjointement avec un plan de 210 milliards d'euros présenté par la Commission européenne qui prévoit une accélération des énergies renouvelables et des économies d'énergie pour s'affranchir le plus vite possible des importations de gaz russe en réaction donc à la guerre en Ukraine. Et l'éolien, on en parle à l'école, on en parle dès le cycle 3, c'est-à-dire la fin de l'école primaire, la charnière primaire-collège. Dans un chapitre consacré aux sources d'énergie. Alors dans ce cours, comme d'habitude, on commence par définir les termes. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du grec force en action et c'est ce qui permet d'agir. Sans elle, il ne se passe rien, pas de mouvement, pas de lumière, pas de vie. Et au sens physique, eh bien, l'énergie caractérise la capacité à modifier un état, à produire un travail entraînant du mouvement, de la lumière ou de la chaleur. Toute action ou changement d'état nécessite que de l'énergie soit échangée. Il y a l'ingénieur qui se marre à côté. Ça me rappelle des souvenirs. Ça va la définition ? Ça va. Jusqu'ici, mal, ouais. Elle continue ? Non, vous dites sinon. Hein. Non. Ok, on y va. Alors les élèves vont devoir identifier des sources et des formes d'énergie et comprendre que l'énergie existe sous différentes formes, les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Dans les énergies renouvelables, eh bien, ils vont apprendre qu'il y a l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique ou encore l'énergie éolienne qui est donc produite grâce au vent. Et que nous allons définir. Et qu'on va définir. Alors, les déplacements de masse d'air à la surface de la Terre produisent une force motrice appelée énergie éolienne, le vent. Il est exploité de diverses manières depuis des millénaires par des humains, d'abord pour se déplacer, par exemple en bateau à voile, puis de manière plus sophistiquée avec les moulins à vent. Et avec l'évolution du progrès technique, eh bien, la force du vent est aujourd'hui utilisée pour produire de l'électricité à l'aide de gigantesques éoliennes. On appelle ça aussi des aérogénérateurs. Donc, ils vont apprendre tout ça dans ce cours. Apprendre, est-ce qu'ils vont faire un petit peu ? Parce qu'il y a moyen de construire des choses. Oui, c'est l'occasion de faire des expériences en classe. Et ça, on le sait, apprendre les élèves en faisant. adorent ça. Tout à fait. Les professeurs vont donc proposer aux élèves de comprendre le fonctionnement de l'énergie éolienne grâce à des travaux pratiques, en construisant, par exemple, une maquette d'éolienne. Ils vont devoir prendre conscience que l'être humain a besoin d'énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s'éclairer et devront reconnaître les situations où l'énergie est stockée, transformée et utilisée. Alors un chapitre qui sera ensuite approfondi au lycée, où il sera notamment question du cycle de vie des éoliennes. C'est une question importante. Et ce chapitre contribue à l'EDD, enseignement au développement durable. On pourra par exemple évoquer l'impact des éoliennes sur l'environnement. Et oui, l'EDD. Ça a un peu de MC aussi, ça fait de bons citoyens de renouveler. Amal, merci, on se retrouve pour la récré ? A tout de suite, on retrouve pour l'instant Adrien Aldasoro, c'est la suite du Grand Oral. Grand Oral qui n'est pas sans lien avec le sujet qui vient de nous occuper. Réinventer l'école pour qu'elle réponde aux défis du siècle, à commencer par celui de la transition écologique. C'est l'objectif de la communauté Make Sense Éducation. Et on reçoit aujourd'hui celui qui a lancé cette communauté, Adrien Aldasoro. Alors avant d'enseigner, vous avez étudié dans une école. Vous avez dit que vous êtes ingénieur, les arts et métiers. École qui, à sa naissance, répondait aux défis de la modernité. On est à la fin du XVIIIe siècle. Du XVIIIe, révolution industrielle. Et le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, qui a beaucoup voyagé, revient d'Angleterre, dit on va se faire laminer, pas seulement... Exactement, pendant la guerre. Mais en fait, il y a en plus de ça... Et on a besoin de cadres intermédiaires, il faut les former. Exactement. Et en plus de ça, il y avait peut-être déjà une notion d'impact social, puisque les premiers élèves qu'il a recueillis sont des pupilles de la nation. Enfin, c'était une école de promotion sociale. Exactement, donc des enfants qui étaient pour la plupart orphelins. Et des pédagogies innovantes pour l'époque. Ah, très bonne question. Je crois que les pédagogies ont toujours été assez pratiques aux arts et métiers, peut-être parce qu'ils rendent la formation innovante à l'époque, mais... Là, vous allez peut-être m'apprendre quelque chose. Eh bien, je vais vous apprendre l'enseignement mutuel, vous voulez ?
Allez, cours particulier. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt qui revient a vu cette forme d'enseignement qui est pratiquée en Angleterre où les jeunes aînés enseignent à ceux d'avant. Et ça, c'est pratique quand il n'y a pas beaucoup d'enseignants, mais ça a aussi plein de vertus pédagogiques parce que quand vous l'avez fait d'ailleurs, quand on enseigne, exactement. Et voilà, en fait, on est enseignant soi-même. Et ben voilà, on apprend mieux. Vous justement, vous avez été enseignant, vous avez raconté sur un blog, alors pas tout, hein. Il y a un moment où vous avez été pris par les cours. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il y a le premier jour, minute par minute, ma première journée de prof. Ensuite, il y a 15 jours plus tard, puis après, bon. C'est à peu près ça. Je pense que. Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous êtes devenu prof en ssciences de l'ingénieur. Exactement. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette expérience? Je crois que la première chose que j'en retiens, c'est que ça confirme le plaisir de transmettre que je pouvais avoir. Et je crois que ça a confirmé vraiment mon envie de me lancer pleinement dans l'éducation. Et qu'est-ce que j'en retire? Je crois que c'est la volonté mais beaucoup de profs le font aujourd'hui, d'avoir un espèce de rapport de promiscuité un peu avec les élèves et garder en même temps à la fois cette distance, entre guillemets, maître-élève. Je crois qu'il y a là-dedans, en fait, je crois que toute l'éducation se joue dans ce savant mélange. Être au bon endroit. Être au bon endroit, à la bonne hauteur, savoir écouter l'élève. Je pense que si on arrive à faire ça, c'est vraiment plaisant et en plus à la fois pour l'élève et à la fois pour l'enseignant. Il y a quelque chose que vous décrivez dans ces débuts que vous faites devant les élèves, c'est à la fois une grande liberté pédagogique, elle est d'ailleurs garantie par les textes, mais en même temps une immense solitude pédagogique. C'est vrai. Et là, c'est marrant que vous le mentionniez, puisque ayant mis justement un pied dans l'entrepreneuriat social avec Make Sense et dans une salle de classe avec mon expérience d'enseignant, j'ai constaté que finalement, le traitement était assez similaire dans le sens où les entrepreneurs ont tendance à se sentir seuls aussi, face à leurs challenges, avec leurs idées, un peu seuls face au monde pour essayer de les faire naître. Ce qui se passe en classe, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de moment à partir d'espace-temps qui se crée quand la porte se ferme, où on est un peu coupé du monde, on est là avec nos élèves, se passe plus ou moins ce que l'enseignant souhaite, donc la liberté que vous évoquiez. Mais oui, c'est intéressant justement de constater cette marge de manœuvre qui est permise. Et un travail en équipe assez minimaliste, en tout cas dans l'établissement où vous étiez quand vous y étiez. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais c'est ce que vous avez vécu. Exactement, je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité, c'était un témoignage à chaud en plus, comme vous l'aviez vu. Un travail d'équipe minimaliste, exactement. Il y a quand même des choses qui fonctionnaient, mais on va dire que... C'est pas l'optimisme, ça c'est l'entrepreneur, ça c'est Make Sense. Toujours chercher le positif. Toujours chercher le positif, c'est-à-dire un travail minimaliste où on n'a pas fait... Non, mais si à un moment... Non, il y a comment dire, par moment ça marche. Ouais. Entre collègues, on voit qu'on a un intérêt à s'entraider. Mais je crois que le système ne laisse pas beaucoup de temps justement à faire en sorte que les enseignants puissent travailler ensemble, qu'il y ait un vrai travail d'équipe, un vrai projet pédagogique qui naisse. Là, je parle principalement pour les collèges et lycées, peut-être que pour une école primaire, c'est légèrement différent. Parce que la salle des profs, finalement, c'est pas une salle de travail. Enfin, ça peut se transformer en salle de travail, mais c'est plutôt une salle de... Alors, soit de travail individuel, je termine de corriger mon paquet de copies, exactement. Soit une salle un peu de repos, de transition. Une salle de passage entre la récré ou après le repas. Mais c'est pas un apéro Make Sense, quoi. C'est pas un apéro Make Sense, non, en effet. Il faudrait transformer toutes les salles des profs en apéro Make Sense. On pourrait, ce serait intéressant. On va voir pour relever quel défi après la récré, parce que là, s'il y a bien quelque chose sur lequel on ne transige pas dans cette émission, c'est la récré. Amal. Récré avec une maman extrêmement organisée. Très organisée. Et lorsque l'on est parent d'une famille nombreuse, eh bien, la préparation des repas devient un véritable challenge. Regardez. Combien? 12. On espère que le papa aide quand même un peu, parce que là on voit la maman qui prépare les repas. Vous me regardez d'un air super étrange. J'ai rien fait de mal. Je dis ça comme ça. Non, j'ai aidé. C'est comme bon, ça, j'en ai pas 12 non plus. Selon l'INSEE, depuis 10 ans, la proportion des familles nombreuses d'ailleurs est stable. Ça n'augmente pas pour autant. Là, c'est quand même une famille très très nombreuse. Ouais, je vais vous donner quelques chiffres. Une famille comprend en moyenne 1,9 enfants. Les familles nombreuses, elles, ont au moins 3 enfants au domicile. Alors, elles sont 1,7 million, soit 21% de l'ensemble des familles. Et parmi ces familles, 1,3 million ont 3 enfants
enfants et 450 000 4 enfants ou plus. Alors la part des familles nombreuses et leur nombre moyen d'enfants, vous l'avez dit, n'a pas varié depuis 2011. Alors que la part des familles recomposées a varié. Oui, le nombre moyen d'enfants à la maison est de 2,4 pour les familles recomposées, 38,4% en ont au moins 3. Et une famille recomposée sur 2 environ comprend aussi des enfants nés du couple actuel. Alors il y a dans ce cas 2,8 enfants au domicile, 56, on les a coupés les enfants, 56% des familles recomposées où vivent des enfants de l'union actuelle et des enfants nés avant celle-ci sont des familles nombreuses. Merci beaucoup. Donc, il vaut mieux s'entraîner à faire les sandwichs extrêmement rapidement, sans oublier un petit peu de verdure. Oui, Hein pourquoi pas. Allez, merci Amal pour cette récré. On retrouve Adrien Aldassoro. Adrien qui a créé au sein de l'association Make Sense une communauté éducation. Il est l'invité de notre grand oral. Les défis actuels, les défis de notre monde que l'école peut contribuer à résoudre. Parmi eux, il y en a un que vous rencontrez quasiment dès votre première heure de cours, puisque vous parlez des fonctions de l'ingénieur et un élève vous dit mais comment, c'est de la SVT votre truc, c'est de la biologie de parler d'environnement, c'est pas de l'ingénierie. Et il a tort, clairement. Il a tort, oui. Après, je crois que l'essentiel, en fait, c'est de montrer que tout est lié. la science, c'est partout, en fait. Voilà. Exactement. La science de l'ingénieur, ça décrit a priori principalement ce qu'on se trouve dans l'industrie. Mais en fait, pas que, puisque, comme on en parlait précédemment pour les éoliennes, par exemple, il faut étudier le cycle de vie dans son entièreté. Donc, nécessairement, on étudie aussi les matériaux. On étudie comment on va extraire ces matériaux, comment on va ensuite les recycler. Et tout ça, c'est pas exactement ce à quoi les élèves s'attendent, visiblement. Et surtout, ils s'attendent à des enseignements quand même en silo, alors que les problèmes auxquels vous essayez de répondre sont tout à fait systémiques. Clairement. Là, c'est un enjeu de l'école, je crois, de réussir en fait à montrer aux élèves que les enseignants sont liés. Alors là, c'est assez rapide puisqu'on essaie de lier 2 sciences entre elles, mais je pense qu'on pourrait lier beaucoup plus d'enseignements entre eux. Et là, c'est le cas de ces élèves qui s'attendaient même la discipline était organisée vraiment en silo, ce qui pourrait être certainement revu avec peut-être plus de travail d'équipe, comme vous l'aviez mentionné précédemment. Et des programmes qui invitent à ce que ça dialogue. Exactement. Des enjeux aussi très forts, c'est la saison, puisqu'on est en plein Parcoursup, Parcoursup c'est fini, mais on attend les résultats, de l'orientation, aider les enfants à s'accompagner. Dans les découvertes que vous faites sur le terrain, vous découvrez une fiction qui s'appelle l'accompagnement personnalisé, parce que ça n'accompagne pas grand-chose et c'est pas personnalisé, racontez. Oui, j'étais un peu dur avec les dispositifs à l'époque. Non, pas du tout. L'idée, c'est de se dire que les élèves, les enfants, même les jeunes, puisque c'était mon cas en sortie d'études, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de voir ce qui se passe en dehors des murs de l'école, ont besoin de voir des entrepreneurs, ont besoin de voir des employés, des artisans, un peu tout ce qui constitue la société pour essayer de s'inspirer, justement comprendre comment ils veulent se construire, ce qu'ils souhaitent faire. Et ça, c'est quelque chose qui leur est pas permis à l'école. L'école, c'est un lieu qui est relativement clos, malheureusement. Donc l'APE, là-dedans, l'accompagnement personnalisé, c'est très intéressant. C'est l'idée de se dire, on va mettre un enseignant ou presque enseignant face à des élèves pour justement essayer de les faire réfléchir sur ces thématiques-là. Mais en fait, c'est une demi-mesure, c'est ce que j'expliquais, je pense, à l'époque, c'est que si on veut vraiment le faire, il faut nécessairement plus de temps, il faut pouvoir faire rentrer justement toutes ces personnes extérieures dans les écoles pour qu'elles puissent s'adresser directement aux élèves. Et après, il y a des personnes aussi qui se forment directement à ça, qui font du coaching, et tout ça, c'est quelque chose qui manque. Vous arriviez quand même à l'époque, comme vous êtes ingénieur, vous faites des calculs, au fait que le temps par élève, en faisant l'hypothèse qu'on le tronçonne, c'était 3 minutes. Exactement. C'est quand même pas considérable comme personnalisation pour maigre en plus. Trouver sa voie dans le monde qui vient. Revoir l'évaluation aussi, le statut de l'erreur. Vous dites on continue à en faire quelque chose de catastrophique, alors même que c'est une... Alors, il ne faut pas évidemment s'entêter dans l'erreur, comme on dit, mais que c'est un axe essentiel pour apprendre. Ouais. Exactement, vous avez raison. Je crois que quand j'étais arrivé face aux élèves, justement, j'avais constaté qu'ils avaient peur de mal répondre. Alors que c'est pas grave, en fait. J'attendais simplement qu'ils répondent et ensuite leur poser plus de questions, peut-être réfléchir avec eux à partir de leur première réponse. Peur alors que c'est pas des petits-enfants. C'est pas des petits-enfants. Là, je m'adressais à des lycéens, donc de seconde et de première, donc c'est des adolescents de 16, 17 ans quand même. Ils sont capables de rouler des mécaniques dans la cour de récré, mais ils avaient peur de répondre à vos questions. Ouais, exactement. Peut-être qu'il y a un statut peut-être d'enseignant, encore une fois, peut-être la position de l'enseignant qui se situe peut-être trop au-dessus de l'élève, qui est quelque chose qui est très vertical et qui peut-être est imposant, peut-être qui fait peur.
et qui serait peut-être pas plus mal à côté de l'élève. Aider les enseignants aussi, c'est le rôle notamment de l'ingénieur pédagogique. C'est une fonction que vous avez remplie dans une école d'ingé, Lestia. Tout à fait. Est-ce que finalement, ce n'est pas une fonction que vous pourrez retrouver dans les établissements scolaires, dès les petites classes? C'est quoi son rôle? Ah, mais je le souhaite. Après, j'imagine que ça existe déjà. En fait, je suis vraiment, avant de répondre à votre question sur l'ingénierie pédagogique, en découverte du paysage éducatif en France. C'est pour ça que j'ai eu cette expérience en tant que prof, cette expérience en tant qu'ingénieur pédagogique, cette expérience chez Make Sense, aujourd'hui dans l'EdTech. Et j'essaie de comprendre en fait comment se structure ce paysage. Et j'ai pas encore le volet politique, tout ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, donc je saurais pas vous dire là-dessus si ça fonctionne bien. Mais en tout cas, l'ingénieur pédagogique, c'est une personne qui est censée mutualiser les bonnes pratiques. Donc assister les Mais à enseignants, échelle du terrain. à l'échelle du terrain et à une échelle assez C'est locale. pas un inspecteur dans un district. Non, exactement. Donc, analyser les pratiques d'un établissement, par exemple, avec les enseignants. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les élèves apprécient, et justement faire en sorte que les gens se parlent et de voir ce qu'on pourrait appliquer, alors à l'échelle d'une classe, ensuite à l'échelle d'une école. Et si ça marche, pourquoi pas à l'échelle de plus. Allez, où on réinvente la recherche-action, qui est une vieille technique en matière pédagogique. Mais je crois que Singapour tire une partie de son succès dans toutes les évaluations PISA de ce système-là. C'est-à-dire qu'ils ont une recherche très puissante, mais parce qu'elle est ancrée sur le terrain et qu'à l'intérieur des établissements, les enseignants se réunissent pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent sans attendre que... C'est ce qu'on nous apprend à l'école d'ingénieur, d'éviter ouais. de réinventer l'eau chaude et de toujours essayer d'abord de regarder ce qui marche ailleurs, voir ce qu'on peut importer. Peut-être que tout n'est pas bon et peut-être que tout ne marche pas en France. On a un système qui est aussi spécifique. Bien sûr. Mais il faut essayer. Adrien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes. Merci Merci beaucoup, Amal. Vous allez céder votre place à Marie. C'est l'heure du cours particulier. Et on retrouve Marie-Olivier pour parler pédagogie. C'est le cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler jeux vidéo pour apprendre l'histoire dans ce cours particulier. Oui, exactement. Un certain nombre de jeux vidéo que l'on trouve dans le commerce sont ancrés dans l'histoire. Chasse au trésor au cœur des pyramides égyptiennes, plongée dans la Grèce antique, combat de la Première Guerre mondiale, Révolution française. De plus en plus réalistes, ils peuvent être de véritables supports pédagogiques. C'est vraiment ce qu'il y a dedans. Alors, on en connaît certains qui sont très robustes, mais sinon, c'est sérieux, on peut y croire. Oui, alors on peut y croire. Historiquement, il y a du juste et du moins juste dans les jeux vidéo comme Assassin's Creed ou Age of Empires. Ils ne sont pas pensés comme des jeux vidéo à vocation pédagogique et pourtant, on peut beaucoup apprendre. Regardez ce que fait William Brou, professeur d'histoire géo à Thiers, dans le bureau où il corrige ses copies. Bonjour à tous, je suis William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux vidéo qui utilisent l'histoire. Les jeux vidéo, comme les romans ou les films, transmettent des messages historiques. Et ces messages peuvent parfois contredire le récit des historiens. Je traque les erreurs historiques, je débusque les anachronismes, je démêle ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité historique dans les jeux vidéo. C'est du fact-checking, mais en mieux. Mieux parce que j'interroge aussi le game design, les règles du jeu, le gameplay, la narration, et j'essaie de savoir si, au-delà des erreurs factuelles, un jeu nous permet de comprendre un phénomène historique. Mieux enfin parce que je replace chaque jeu dans son contexte historique. Le jeu est le produit de son temps, mais il est aussi le fruit d'une mémoire des événements. Bonjour à tous, je suis William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux qui utilisent l'histoire. Alors, l'éducation nationale, si tu m'écoutes, tu as un tout petit problème de recrutement des enseignants. Tu le montres lui, par exemple, tu dis c'est ça un prof d'histoire, et peut-être qu'il y aura quelques candidatures, et même des candidatures de garçons, de filles aussi, mais pas forcément beaucoup de filles. C'est génial ce qu'il fait, Ouais. William. Il a l'air de s'éclater en plus. Il fait à la fois de la vulgarisation historique, de l'éducation aux jeux vidéo et de l'éducation aux médias, c'est ça? Oui, en fait, il analyse les biais des créateurs du jeu, il les explique, il demande à ses followers de se poser des questions, de remettre les choses dans leur contexte, de vérifier l'information. Une fois que le cadre est posé et les biais analysés, il se sert des jeux comme support pédagogique en classe. Il apporte la console en classe. Et oui, exactement. Alors là, c'est les élèves qui vont se précipiter dans C'est son ça. lycée. Tout ça est très cadré, évidemment. Ça reste très scolaire, enfin très scolaire en tout cas, très encadré, mais je peux vous dire que les élèves doivent s'en souvenir. Et c'est un moyen, selon le professeur, de s'immerger dans l'époque historique qui est étudiée.
Exemple qui est assez rare encore en France, alors que dans d'autres pays, on a déjà inclus le jeu vidéo dans les programmes, et notamment dans les programmes d'histoire. Exactement. En 2020, le cabinet du Premier ministre polonais a annoncé que This War of Mine, donc c'est un jeu vidéo stratégique de survie, serait ajouté à la liste des lectures recommandées dans les lycées polonais. C'est la première fois qu'un jeu vidéo entrait dans le cursus officiel d'un pays. On doit avoir les images à l'écran. Le jeu diffère de la plupart des jeux vidéo sur le thème de la guerre, en se concentrant sur l'expérience civile de la guerre, plutôt que sur le combat en première ligne, comme d'habitude. Il est inspiré de la vie des civils bosniaques pendant le siège de Sarajevo de 92 à 96. Ce n'est pas forcément très réjouissant. Malheureusement, c'est d'actualité. Pas pour la Pologne, heureusement, mais en tout cas pas loin. À la frontière, la Belgique a aussi inclus le jeu vidéo dans ses programmes. Oui, tout à fait. Le ministère flamand a reconnu la vertu des jeux vidéo en classe en commandant la boîte à outils Game, Learn, Grow. Cette boîte est un guide pratique pour les enseignants du primaire et du secondaire. Elle propose plus de 30 activités prêtes à l'emploi pour différentes tranches d'âge, notamment l'exploration de la Grèce antique dans Assassin's Creed, la reconstruction de leur école dans Minecraft, des fiches de cours et des outils permettant aux enseignants de créer leurs propres activités basées sur les jeux vidéo. Formidable, merci beaucoup. Marie, vous ne l'avez pas choisi tout à fait par hasard, ce sujet du jeu vidéo? Non, pas tout à fait. Je pense que ça doit parler à Adrien. Ça me parle en effet, ouais. Non, c'est bien de voir ce que fait William. Vous avez une vie de professionnel des jeux vidéo. On vous a vu déjà dans l'école du futur. Sur School TV, ne niez pas, on la regarde, notre chaîne. Vous étiez chez Marjorie Paillon. Je ne peux nier. Powers, en fait. Ouais. On est en train de créer un jeu vidéo justement éducatif et je crois que c'est ce que vous avez dit et c'est ce que dit William aussi. L'idée, c'est de voir d'abord comment fonctionnent les jeux vidéo actuels pour essayer de justement insérer de l'apprentissage et du contenu éducatif à l'intérieur, plutôt que de la formule habituelle qui, à notre sens, pour l'instant, ne marche pas vraiment, qui est de partir d'un contenu pour essayer de le ludifier. Formidable. Merci beaucoup. Adrien, les prochains, si on a regardé, qu'on est intéressé, Make Sense Éducation, ce que vous produisez, en fait, c'est de la rencontre, c'est du lien entre des personnes. C'est en gros, si vous avez envie de parler avec lui et avec des gens qui lui ressemblent, il faut y aller, quoi. C'est ça le truc. Exactement, c'est beaucoup d'énergie positive. Donc en général, les gens ressortent avec beaucoup d'envie justement d'agir les choses. Les prochains rendez-vous, en fait, je pense qu'on peut saluer Chloé, qui organise en ce moment très régulièrement des apéros de la communauté éducation en ligne. Il y en a quelques-uns aussi qui ont eu en présence. Et en juin, il va y avoir nos premiers week-ends de l'éducation qu'elle va aussi organiser. Donc chapeau Chloé. Et Super. on peut penser aussi à Mathilde, qui organise des apéros entrepreneurs. Chloé, Mathilde, et si vous avez envie de retrouver tout ça, votre moteur de recherche préféré, et vous tapez Make Sense Éducation, vous allez tomber dessus. Marie, merci beaucoup. Adrien, merci. Merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne de School TV, au maquillage Emma Razafin-Dralambeau, à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie son Alexandre Larochelle, réalisation Raphaël Morel. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.